Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. C'est assez étonnant de ma part, je dois dire, mais je me dois bien de me rendre compte que je n'ai jamais parlé de virtualité en SF sur cette chaîne. Et ouais, la raison étant au final que c'est un cliché et un élément de scénario qui a mal vieilli, ou plutôt qui n'est plus aussi utilisé de nos jours. C'était un thème très apprécié des années 80 et 90, mais depuis que la virtualité fait de plus en plus partie de nos vies, à de très rares exceptions près, ce type d'œuvre n'est plus autant sur le devant de la scène SF. Mine de rien, certaines œuvres très populaires et souvent citées comme importantes dans la culture pop font partie de cette catégorie, et il y a pas mal de choses intéressantes à en dire. En plus de ça, on pourra commencer à introduire l'idée de cyberpunk, donc moi contente, petit tour d'horizon. Déjà, quand je parle de virtualité en SF, je peux parler de 3 types de virtualité différentes. La réalité augmentée, où des informations digitales sont superposées ou conjointes au monde réel, comme avec des hologrammes par exemple. La réalité virtuelle, avec une représentation digitale de notre réalité sans intervention du monde réel, comme dans un jeu vidéo. Et la réalité mixte, un mélange entre monde réel et virtuel, où objets digitaux et réels coexistent et interagissent en permanence. Assez facile de se représenter ça visuellement pour le coup. Comme d'habitude avec mes vidéos Horizon Universe, prenons un petit exemple, Comme d'habitude avec mes vidéos Horizon Universe, petit exemple afin de voir de quoi on parle. J'ai longtemps hésité avec Tron, non, le premier film, pas cette grosse merde là dont on parlera peut-être un jour. Mais Snow Crash est juste un de mes livres préférés et j'en ai trop peu parlé sur cette chaîne. Sorti en 1992 et se passant dans un Los Angeles futuristique, il présente une société sans foi ni loi où les compagnies privées ont largement pris la main sur le monde. Hiro, protagoniste, notre héros, est un cyber-samouraï trop cool sur le net, mais un livreur de pizza un petit peu loser dans la vraie vie. Et il découvre par hasard une drogue hyper violente appelée le Snow Crash, une sorte de métavirus qui infecte le joueur dans le monde virtuel, mais aussi dans le monde réel. Bon, c'est un résumé très rapide de Snow Crash. En vrai, le livre est ultra fluffy et parle aussi pas mal de l'impact du langage sur la civilisation et l'humanité. Mais laissons ça de côté, ça n'a pas vraiment de rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Snow Crash, donc, dépeint un monde en proie à la violence, contrôlé par des corporations, où le gouvernement n'a plus vraiment d'emprise sur ses citoyens. Snow Crash est très intéressant pour plein de points, mais surtout pour sa description du métavers, une réalité virtuelle qui rappelle un peu le jeu Second Life sorti en 2003, à la croisée des chemins entre Internet, les mondes virtuels et la réalité augmentée. Et pourtant, même dans ce métavers, l'avidité des grandes corporations rattrape nos héros. Quand Hiro a aidé à coder le métavers, il était un espace gratuit de tests et d'échanges entre hackers, mais le monde virtuel est rapidement devenu aussi capitaliste que le monde IRL, par la faute de Bob Reif, dont la compagnie a le monopole sur le network. Les gens sont bombardés de pubs dès leur connexion et il y a une vraie hiérarchie sociale selon l'endroit où on se connecte, ou à quoi ressemble son avatar, ou à quel club privé on peut prétendre. Et pourtant, le cyberespace est un lieu de fuite offrant des perspectives qui n'existent pas dans le monde réel, plutôt qu'une simple alternative à la réalité. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup d'œuvres sur la réalité virtuelle sont liées soit au genre du cyberpunk, soit à la dystopie. Le virtuel est représenté et pensé comme un échappatoire à la réalité et au capitalisme, brouillant ainsi la vision de la réalité. Celle-ci étant moins désirable car plus dure et offrant moins de chances, les protagonistes se tournent plus volontiers vers le confort du virtuel et finissent paradoxalement par y passer la majorité de leur vie, comme dans Ready Player One par exemple, dont on parlera très bientôt, vous n'inquiétez pas. Les avatars offrent une anonymité bienvenue, c'est très dur à dire, et beaucoup d'univers virtuels sont pensés comme anticapitalistes, beaucoup plus libres économiquement, et où il est facile d'échanger des informations ou d'en trouver gratuitement. C'est aussi paradoxalement un lieu de rencontre où il n'est pas rare que les personnages présentés dans les histoires, à l'instar de Hiro, n'aient de lien avec d'autres personnes que sur les réseaux, autrement assez isolés socialement. Ce que l'on peut voir avec les 3 formes de virtualité décrites plus tôt, c'est que la frontière entre le réel et l'irréel, ou le virtuel, peut rapidement s'effacer. La thématique est bien sûr évidente ici. Les auteurs, en utilisant le principe de réalité virtuelle ou augmentée, ont pour but de questionner la notion de réalité en elle-même. Les personnages se retrouvant manipulés par une technologie qui les dépasse. En effet, la technologie rend toute notion de réalité questionnable. Qui peut être sûr que nous ne sommes pas dans un monde à la VTM ou à la Matrix, complètement géré par un ordinateur super puissant qui nous contrôle de A à Z, ou en nous plongeant dans une simulation? C'est tout le ressort de Ender's Games.
que je déteste, mais c'est difficile de parler de virtualité sans le citer. Dans le livre et le film, Ender, un enfant combattant, finit par se rendre compte que les sessions d'entraînement virtuelles que lui et ses camarades font sont en fait des vraies batailles dans le réel contre des extraterrestres, et que l'ultime bataille du livre leur fait gagner la guerre. Spoiler, mais c'est pas grave, on s'en fout, vous avez rien loupé, c'est vraiment un film de merde, et le livre j'en parle même pas. Ici, le virtuel est utilisé pour non seulement manipuler le personnage principal, mais aussi pour avoir un vrai impact sur le monde réel. C'est un ressort d'ailleurs souvent utilisé au cinéma, comme dans Dreamscape ou Inception, qui est sûrement le titre que vous avez eu en tête depuis le début, ou encore Existenz, je ne sais pas comment on dit le nom de ce film, je n'en sais rien. Ou Avatar même, si on considère le pote de Stas comme du virtuel, mais l'avatar n'étant pas lui-même virtuel, vous qui voyez. Inception est sûrement le meilleur exemple de cette frontière brouillée entre réel et virtuel. Les personnages de Neuromancer ou de Ready Player One, qui sont vraiment les deux œuvres les plus populaires à en avoir parlé, sont parfaitement conscients d'être dans un monde virtuel, et il n'est jamais mentionné de personnages persuadés d'y être dans le vrai monde. Inception, par contre, nous montre que cette virtualité peut être dangereuse, et que si on y reste trop longtemps, on peut parfaitement s'y perdre et confondre les deux. Dans le film, Maul, la femme de Cobb, un spécialiste du vol d'informations dans le subconscient, notre équivalent ici de la virtualité, on va dire que c'est pareil, ne sait plus faire la différence entre le rêve et la vraie vie, et finit par se tuer, persuadée qu'elle retourne dans la réalité. C'est aussi utilisé dans Altered Carbon, notamment pour des simulations de torture ou d'interrogation, où on nous apprend que seuls des militaires entraînés peuvent vraiment faire la différence et s'en sortir relativement indemnes. Les personnes lambda finissant irrémédiablement par y laisser leur santé mentale. Dans Fearsome Engine de Iain M. Banks, le personnage principal, le comte Alandre Cécine 8, découvre une conspiration énorme et il doit utiliser sa dernière vie virtuelle pour contrer son assassin. Cela dit, la virtualité n'est pas toujours présentée comme se brouillant avec le réel, mais comme une vraie cassure avec celui-ci. On le voit dans Matrix, le réel de la vie d'Anderson est nul et il se réfugie dans son code. Donner Jack de Zelazny et Linkscold reprend un peu l'idée de la dichotomie entre loser dans le réel et badass dans le virtuel de Snow Crash et de Neuromancer, ou même de Matrix, montrant une nouvelle fois l'idée que la vie online est beaucoup plus cool, l'avatar pouvant nous permettre d'être qui nous sommes vraiment, ou en tout cas d'échapper à une réalité un petit peu morne. C'est tout l'arc de Juni dans Spy Kids 3 par ailleurs. Oui, je cite Spy Kids 3, qu'est-ce que vous allez faire ? Lui, petit garçon qui ne peut pas faire grand-chose, se retrouve comme un héros dans le jeu et fait des choses qu'il ne peut pas faire en vrai. Bon, ok, mauvais exemple parce qu'au final il apprend que le réel c'est mieux, mais vous voyez l'idée. Ce qui est assez distinct des autres thématiques SF que j'ai pu aborder jusqu'alors, c'est à quel point la virtualité est utilisée de manière négative ici. Je vais vous dire, je crois qu'à part Avatar, et je ne crois même pas qu'on puisse vraiment le placer dans la catégorie réalité virtuelle, je vous laisserai juge, aucune des œuvres que j'ai pu explorer et sur lesquelles je me suis renseignée pour l'écriture de cette vidéo ne dépeint la virtualité de manière absolument à 100% positive. Je vous vois déjà soulever un sourcil et me dire que Ready Player One ou Neuromancer voient la virtualité comme plutôt une chance ou quelque chose de relativement neutre. Ce qui est vrai, même si quand on creuse un peu plus, on se rend compte que Ready Player One met quand même pas mal l'accent sur l'aspect capitaliste de l'Oasis, l'accès à chaque planète étant payant par exemple. Et dans Neuromancer, surtout dans ses suites, la matrice n'est pas toujours rose, les virus sont légion, des dieux vaudous commencent à apparaître, et la matrice est infestée de yakuza et autres criminels. Et des films et livres qui présentent les dangers de la virtualité ou de l'information digitale, il y en a masse, comme Johnny Mnemonic, que j'adore, oui, Dark City, Tron ou encore Strange Days, voire même plusieurs épisodes de Black Mirror à ce sujet, comme White Bear ou Striking Viper, qui s'interrogent sur la question de l'identité. Dans Afterworld de Dear Us, une pandémie mondiale fait que l'esprit des joueurs reste englué à la réalité virtuelle de leurs jeux vidéo, les piégeant hors du réel, très similairement à Better Than Life, où un homme se retrouve coincé dans un jeu et où les gens peuvent mourir. City of Golden Shadow est aussi à citer dans le genre. Dans Better Than Life de Grant Naylor, le héros se retrouve coincé dans le jeu vidéo et doit littéralement risquer sa vie pour en sortir. Similaire dans le genre, encore une fois, à Erebos de Ursula Poznanski ou Heir Apparent de Viviane van Velde. C'est marrant, et regarder, c'est souvent un jeu vidéo qui est responsable d'ailleurs. Alors dans les années 90, c'était un peu le moment où tout le tintouin sur le danger des jeux vidéo pour la jeunesse commençait à sortir, mais quand on regarde le nombre de bouquins qui ont utilisé ce ressort, parfois de manière vraiment copier-coller, c'est quand même fou. Genre, ça fait vraiment peur le jeu vidéo, ouh, tu es connecté. Pour changer un peu de registre, Permutation City de Greg Egan présente la possibilité d'une vie virtuelle infinie, un peu comme les sublimés de la culture de Banks, avec un soupçon d'enfer numérique à la Surface Detail.
Pour revenir sur Dudic, parce que c'est quand même un peu le patron en termes de virtualité qui vrille, on peut citer pour changer The Three Stigmata of Palmer Eldritch, où une drogue est utilisée pour partager une sorte de méga MMORPG illusoire, mais qui peut aussi être utilisée pour contrôler le monde et l'esprit des gens. Flippant. Bref, c'est quand même rarement folichon, et on se retrouve souvent avec des histoires qui alarment plus sur les dangers de la réalité virtuelle que des histoires qui en présentent les points forts et de vraies propositions positives. Mais pourquoi ? Comme toute technologie naissante qui apporte un changement radical dans nos vies et nos relations sociales, Internet et le cyberespace fait peur. Vraiment. Peur car incompris encore au stade de l'enfance, balbutiant et pourtant déjà partout, et qui requiert, mine de rien, des connaissances solides en informatique pour vraiment en comprendre les tenants et les aboutissants, ce que le grand public ne maîtrise pas pour le moment. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des œuvres citées soient toujours aussi sombres. La réalité virtuelle a beau être de nos jours une partie de plus en plus importante de nos vies, c'est une technologie qui nous dépasse par son impact potentiel et sur sa taille. Il n'y a littéralement pas de limite au virtuel que nous puissions établir. Tout est possible dans un espace qui n'est pas contraint par les lois de la physique bien connues de notre réalité charnelle, et tout y est littéralement possible. Je dirais également que ce n'est pas pour rien si les œuvres plus contemporaines ont tendance à moins appuyer sur le côté dévastateur du virtuel pour ne garder que des éléments qui ne touchent soit pas le grand public, les chambres à torture de Altered Carbon par exemple, ou des éléments qui ne sont qu'un cran au-dessus d'une autre et plus familiers, donc positifs, le casque VR et l'Oasis de Ready Player One par exemple. Et ce n'est pas non plus pour rien que finalement ces œuvres se sont un peu essoufflées. La plupart des livres et films cités dataient des années 90 au mieux, ou au tout début d'Internet. Si on compte pas Inception, qui parle plus de subconscient que de vrai cyberespace, et Avatar, parce que je sais toujours pas si je peux l'inclure ici, ou le remake de Tron, qui est un remake, alors c'est plus vraiment quelque chose d'alarmiste de nos jours. Et la réalité virtuelle n'est plus vraiment de la SF, c'est plus que de la SF, c'est notre aujourd'hui, et littéralement notre demain, ou notre ce soir. Bref, c'est vraiment tout proche. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous n'aurez pas été dérangé par les bruits de mes chats en train de jouer parce qu'ils sont absolument déchaînés ce soir pour absolument aucune raison, le sujet devait leur plaire je pense. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi une fois de plus pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire, c'était assez fun pour moi à rechercher et à écrire, c'est une des vidéos sur lesquelles j'ai eu le plus de plaisir je pense, donc voilà, n'hésitez pas à voir tout ça en commentaire, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Si vous en avez les moyens et l'envie, n'hésitez pas également à me suivre sur Tipeee et à donner sur Tipeee si vous le pouvez. Moi je vous dis à bientôt dans l'univers.